son 13e anniversaire, l'émission reçoit El Hadj Hamidou Kassé, ministre conseiller en communication du président de la République et membre de la direction de l'APR. Beaucoup de questions. La rencontre président de la République opposition sur le processus électoral, les législatives de juillet 2017, l'APR et ses alliés, la criminalité, la réforme judiciaire avec le désaccord entre l'exécutif et les magistrats, la visite d'État du président Macky Sall en France, la présidence des commissions de l'UEMOA et de l'Union africaine et plusieurs autres questions. Participez à l'émission via les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. El Hadj Kassé, ministre conseiller en communication du président Macky Sall face à Mamoudou Ibra Kane, le Grand Jury dimanche 11h10, Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver avec El Hadj Hamidou Kassé. Bonjour. Bonjour Mamoudou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre en charge de la communication à la présidence de la République et membre du secrétariat national de l'Alliance pour la République APR. El Hadj Kassé, vous êtes donc l'invité d'honneur du 13e anniversaire du Grand Jury de la RFM, dont le premier numéro, diffusé le 7 décembre 2003, avait comme invité d'honneur professeur Abdoulaye Bathily, alors secrétaire général de la LDMPT, aujourd'hui candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Qu'il soit élu au mois de janvier prochain, c'est le mal qu'on lui souhaite. Des statistiques du Grand Jury en provenance de la médiathèque de GFM, 664 émissions, 670 invités, 563 heures de diffusion, soit 32 200 minutes qui sont à votre disposition dans nos archives. Merci Namori Bari pour ce beau travail de mémoire. Grand merci à nos invités, à tous mes confrères et collaborateurs qui ont animé l'émission avec moi ou à mon absence durant ces 13 années du Grand Jury. Grand merci aussi et surtout à nos fidèles auditeurs. Merci enfin à Cherfal pour cette année d'innovation sur les réseaux sociaux. El Hadj Hamidou Kassé, les Sénégalais vous écoutent sur l'ensemble de notre réseau et via nos applications mobiles RFM Sénégal et GFM. Et vous, première question, la Gambie. Nous commençons par l'alternance dans ce pays. Le président Yaya Jammeh vient d'être battu démocratiquement à l'élection présidentielle du jeudi 1er décembre dernier. Il a reconnu sa défaite après 22 ans de pouvoir devant Adama Barrow, président élu. Une bonne nouvelle pour la Gambie sans doute pour avoir réussi sa première alternance démocratique. Peut-on parler de bonnes nouvelles pour le Sénégal? Oui Mamoudou, je voudrais d'abord te remercier pour m'avoir invité, je crois, une troisième fois à cette émission. Je fais partie donc des centaines d'heures et émissions et je souhaite beaucoup plus de succès encore au Grand Jury, qui est un moment fort attendu dans la semaine où des sensibilités diverses s'expriment pour contribuer à l'éclairage, surtout à mieux poser les problèmes pour leur trouver des solutions. Merci. Alors, je pense que les alternances sont des respirations normales de toute démocratie. Nous ne pouvons que saluer avec également beaucoup de respect ce qui s'est passé en Gambie. Une bonne nouvelle pour le Sénégal? Une bonne nouvelle d'abord pour la Gambie, oui, pour le peuple gambien. Oui. Je veux dire, quelle que soit la nature du régime en place, il est toujours important que la démocratie puisse connaître ses secousses, puisse connaître ces moments de renouvellement, ces moments où on lui insuffle un nouveau souffle. Donc c'est à mon avis d'abord le peuple gambien qui a su avec intelligence, avec génie, poser un acte historique, un acte fondamental qui consiste justement à assurer de façon pacifique le passage d'un régime à un autre. Et ça c'est important parce que, à mon avis, ça prouve que il n'y a pas de système éternel. Tout le monde croyait que la Gambie était un système verrouillé, un système, comme l'autre dirait, bloqué, une démocratie bloquée.
Mais il faut toujours prévoir les surprises de l'histoire ou les hasards de l'histoire. Il y a quelque chose dans la situation en Gambie, dans la trajectoire de ce peuple-là, qui a créé un déclic et amené à cette situation. Donc c'est une excellente chose. Je pense que on ne peut l'apprécier que de ce point de vue. Il faut internaliser l'appréciation. Oui, mais il n'y a jamais un régime qui dérangeait le Sénégal, non? Qui dérangeait le Sénégal, c'est trop dire, parce que simplement, du moins depuis que le président Macky Sall est au pouvoir, il a posé des actes pour une coexistence pacifique, un voisinage en bon terme avec la Gambie. Il a réservé sa première visite officielle à la Gambie, il faut se le rappeler. Il a toujours posé des actes pour des relations de bon voisinage. C'est vrai que quelquefois il y a eu des dérapages tout à fait regrettables de la part du chef de l'exécutif gambien, mais tout compte fait, le Sénégal a tenu, ou alors est resté dans une position tout à fait claire, hein, pour prôner le bon voisinage avec la Gambie. Et qui a fait que justement il n'y a jamais eu de clash sérieux entre les deux pays. Mais le désormais ancien président gambien a eu régulièrement et ouvertement à critiquer son homologue sénégalais et a même eu à l'accuser d'être, en tout cas accusé Dakar, d'être derrière la dernière tentative présumée de coup d'État contre son régime. Peut-on soupçonner le président Macky Sall d'avoir joué un rôle dans la défaite du président Jammeh? Ben non, vous savez, c'est à la limite d'insulter le peuple gambien que d'expliquer la défaite de l'ancien président par une main sournoise et souterraine du Sénégal ou de notre pays. Je pense qu'il faut faire confiance au peuple. Vraiment, il n'y a pas eu de travail souterrain. Bon, c'est vous qui me le dites. Ben, je pose une question. Très sérieusement. Forme de question. Non, je vous dis très débat. sincèrement, oui. et je suis très sincère en le disant, il faut compter avec le génie du peuple gambien. Je pense que fondamentalement, ce sont les jeunes, les femmes, les militants gambiens qui ont subi la répression, qui ont été emprisonnés. Certains même ont été tués. C'est également... Le Gambien qui avait aussi besoin d'être aidé, d'être appuyé, non? Dans son combat. Mais ce qui est fondamental, ce qui est principal, c'est la force, la puissance et le génie du peuple gambien. Le président n'y est pour rien. Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que quand on faisait l'alternance au Sénégal, on a eu besoin de l'appui de quelques pays que ce soit? On a compté avec la mobilisation, l'organisation et la discipline du peuple sénégalais pour venir à bout d'un régime. En Gambie également, les opposants n'avaient que cela. Ils n'avaient que leur organisation, leur détermination et leur discipline pour venir à bout d'un régime qu'on croyait éternellement établi. Quelle perspective maintenant entrevoyez-vous, ou le président Macky Sall, dont vous êtes le conseiller, entrevoit dans les relations entre le Sénégal et la Gambie? Je pense d'abord que c'est une excellente chose que le président élu déclare qu'il va consacrer sa première visite officielle au Sénégal. Ce qui est tout à fait normal, parce que en réalité, entre la Gambie et le Sénégal, il y a une continuité à la fois géographique, historique, c'est-à-dire la trajectoire de ces peuples de la Sénégambie, également culturelle et même linguistique. Vous trouvez exactement les mêmes ethnies, les mêmes langues, les mêmes traditions et les mêmes cultures de l'ère, de la grande ère mandingue. Et donc, c'est tout à fait normal, à mon avis, que le président élu, ait pris cette décision de venir d'abord au Sénégal. Vous savez, en diplomatie, je ne suis pas diplomate, mais je peux me le permettre, en diplomatie, il y a quand même une règle. C'est que le voisin est sans doute voilà, un acteur majeur dans ce qui se passe chez nous aussi et dans l'environnement de façon générale. Donc c'est une excellente chose à mon avis. Deuxièmement, je pense que, et là je ne parle pas en tant que conseiller du président, mais je pense qu'une des tâches fondamentales du nouveau président, c'est de travailler à la stabilité du pays.
je pense que maintenant, évidemment, il y a des réalités que nous ne gérons pas, mais du point de vue de l'expérience, il est important que les nouvelles autorités aient comme souci majeur la stabilité du pays. Parce que quand même, ils viennent de défaire un régime de 22 ans, qui a ses propres réseaux, ses circuits, qui a ancré toute une culture, qui a également ses alliances stratégiques. C'est tout cela qu'il faut gérer et s'orienter vers la stabilité du pays, qui doit être un des axes majeurs. Mais également, par faire la démocratisation du système. Parce que les 22 ans que le peuple gambien a vécu, a créé des verrous qu'il faut faire sauter. Et pour justement à l'avenir prévenir ce genre de choses, l'exigence est de démocratiser davantage le système. C'est-à-dire qu'il faut que les nouvelles autorités se disent qu'il n'y a pas de régime pérenne. Et ça, c'est une expérience historique. Mais fondamentalement, il faut également qu'ils s'inscrivent dans une démocratisation du système pour éviter au peuple gambien de pareilles situations. Elhadji Hamidou Kassé, ministre en charge de la communication à la présidence de la République du Sénégal et l'invité du grand jury, nous allons parler de la démocratie sénégalaise. Une rencontre entre le président Macky Sall et l'opposition regroupée au sein de Manko Wattu Sénégal a eu lieu jeudi, justement. Comment la présidence de la République qualifie cette rencontre au vu de ses résultats? Bon, je pense que en venant tout de suite, j'ai rencontré un des leaders de l'opposition qui était à cette rencontre, qui m'a dit, écoute, tout compte fait, c'était une excellente rencontre. C'était une excellente rencontre pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que les leaders de l'opposition sont venus à la présidence de la République sur initiative du président de la République, qui leur a dit de venir pour discuter de l'ensemble des problèmes liés au processus électoral. Et donc les leaders sont venus dans une atmosphère très détendue. Il n'y avait pas de crispation, même si par ailleurs il y a longtemps qu'il n'y a pas eu ce genre de rencontre, mais il n'y a pas eu de crispation. Il n'y a pas eu également de cristallisation des positions. Donc c'était un moment et un espace tout à fait propice à l'échange et au dialogue. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que sur les 10 points que l'opposition avait soumis au président, presque pour l'essentiel, il y a eu des accords. Sauf également sur deux points, sur lesquels je vais... L'organisation des élections par le ministre de l'Intérieur actuel et le mode de scrutin. Très bien, voilà. Alors, et la troisième raison, c'est que nous pensons que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du dialogue national dont parlait le président et dont le 28 mars est justement la journée. Alors, sur le premier point, le fait que la rencontre se soit tenue dans un contexte ou en tout cas dans une atmosphère détendue, c'est tout à fait normal. En réalité, en démocratie, il ne doit pas y avoir de crispation crypto-personnelle. Pourquoi? Parce que simplement l'opposition est dans son rôle de s'opposer, de proposer des alternatives. Le pouvoir est dans son rôle de gérer le pouvoir, de construire des réponses aux attentes des populations éventuellement. Et donc il ne doit pas y avoir de crispation. Le dialogue ou les canaux, les circuits d'échange doivent être permanents, doivent être quotidiens et ne doivent pas être une exception. Malheureusement, dans notre pays, la rencontre entre l'opposition et le pouvoir est toujours perçue comme un événement. Or, ce n'est pas un événement. Ça doit entrer dans l'ordre normal des choses. C'est des règles du jeu, la démocratie. Oui. Alors, ça c'est par rapport à l'atmosphère. Donc ça doit être quotidien, ça doit être tout à fait banalisé. La deuxième chose, c'est que nous sommes quand même parvenus à des accords. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en réalité, sur l'essentiel des problèmes soulevés par l'opposition, il y a eu plus de préjugés, un manque de dialogue que de crispation, plutôt que de divergence de fond.
C'est-à-dire, par exemple, je vous donne l'exemple du fichier électoral. Aujourd'hui, les gens parlaient du nombre de commissions. Le président a accepté le principe de passer de 500 à 700 commissions. OK? Alors, sur le fichier également, on s'est entendu sur le fait que si dans le processus actuel de la carte nationale d'identité biométrique, on parvient à un fichier de 4 millions, c'est vraiment un minimum pour considérer que nous pouvons désormais travailler sur la base de ce fichier-là. Est-ce que le processus n'aurait pas dû être lancé beaucoup plus tôt? Oui, mais pour éviter finalement qu'on se dise oui, on n'a pas atteint l'objectif, on va se contenter du fichier existant. Est-ce que ça ne fait pas désordre? Non, ça ne fait pas désordre. Ça fait pas désordre. C'est juste que le moment d'entrée en vigueur de la carte nationale biométrique de la CEDEAO, n'est-ce pas, était tel que on ne pouvait prendre la décision que maintenant, c'est-à-dire de l'instituer. Et d'ailleurs, nous faisons partie des premiers pays. C'est le premier pays à instituer cette carte nationale d'identité plutôt biométrique. Donc c'est juste une histoire d'opportunité et de temps. Mais sinon, ce qui a été proposé est tout à fait réaliste. Et je pense que de l'autre côté, les gens sont d'accord. Si nous atteignons la barre des 4 millions d'électeurs, nous fonctionnons avec ce fichier. Mais nous gardons par devers l'ancien fichier qui va permettre justement à tous les citoyens qui étaient déjà inscrits de voter tranquillement aux prochaines législatives. Refus du président de la République de retirer l'organisation des élections au ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo, mais aussi le mode de scrutin, il y a un maintien, le statu quo. L'opposition maintient justement sa marche du 21 décembre. Pourquoi le président ne pouvait pas accéder à cette requête de l'opposition? Mais non, l'argumentaire, il est très clair. La démocratie sénégalaise a atteint un niveau tel que nous ne pouvons pas extraire ou soustraire l'administration de l'organisation d'élections qui relève d'abord de la souveraineté et des fonctions régaliennes de l'État. C'est l'État qui doit organiser les élections. Oui, mais un ministre des élections organise aussi les élections au nom de l'État. Mais justement, ce fut le cas en 2012. Ce n'est pas en 2012, si j'ai bonne mémoire, c'est bien un ministre du parti au pouvoir qui a organisé les élections. Non, il y avait un ministre des élections, M. Cherguey. Mais M. Cherguey n'était pas autonome par rapport au ministère de l'Intérieur de façon générale. Il n'était pas autonome. Ensuite, nous avons organisé des élections locales. On a perdu Dakar, on a perdu Ziguinchor, on a perdu Thiès, etc. Quand vous dites nous, donc quand je dis nous, c'est le parti au pouvoir. Oh. Oui, c'est le parti au pouvoir. Donc en réalité, justement, Abdoulaye Daouda Diallo, qui est du parti au pouvoir, est récusé par l'opposition. Est-ce que ce n'est pas un problème de confiance, une crise de confiance? Oui, mais je veux dire que nous avons dépassé au Sénégal le temps où un ministre de l'Intérieur tout puissant pouvait manipuler les élections ou les résultats des élections. Sur ce point, le chef de l'État restera intransigeant. Bon, ça c'est le chef de l'État qui décide. Moi, je parle du point de vue des principes. Je parle du point de vue des principes parce que le Sénégal a dépassé l'étape où un ministère de l'Intérieur peut manipuler les résultats d'une élection. Vous savez, il y a plusieurs acteurs. Vous avez le ministère, vous avez la Sénat, la Commission nationale électorale autonome, vous avez le CNRA, qui régule un tout petit peu l'accès des candidats aux médias, mais vous avez deux autres acteurs qui ne sont pas formellement ou officiellement dans le système, mais qui n'en jouent pas un rôle extrêmement important. Qui n'en jouent pas moins un rôle extrêmement important. Ce sont les médias qui remontent les résultats en temps réel. Et maintenant, de plus en plus, avec les nouvelles technologies, notamment avec les réseaux sociaux, ça va encore aller beaucoup plus vite, premièrement. Deuxièmement, il y a la société civile et toute la cohorte des observateurs.
Donc il n'y a pas un seul acteur dans le processus d'organisation des élections. Il y a une multiplicité des acteurs qui justement encadrent le processus, lui permettent d'être transparent. La question du ministère de l'Intérieur, par conséquent, est une question tout à fait mêlée et secondaire. Ce n'est pas le cas pour l'opposition qui a quand même maintenu sa marche programmée pour le 21 décembre prochain. Mais oui, vous savez, bon, moi je suis pas là pour décider de ce que l'opposition ou faire des recommandations à l'opposition. C'est pas mon rôle. L'opposition est dans son droit de réclamer la démission de quelqu'un. Elle est dans son rôle et dans son droit. Mais aussi, de l'autre côté, on peut lui opposer l'argumentaire selon lequel la présence d'un ministre de l'Intérieur, que ce soit au Sénégal ou en France, ne peut en aucune manière atténuer ou alors fragiliser le processus de transparence qui encadre les élections. Question des internautes Junior Soane. Ma question se rapporte au fichier électoral et au processus électoral. Pourquoi cette démarche solitaire du gouvernement? C'est sa question. Amadou Al-Amin Ngom vous demande pourquoi ce retard dans l'installation des commissions en ce qui concerne les cartes d'identité biométriques. La carte d'identité est un droit pour tous les Sénégalais, alors pourquoi la vendre à 10 000 francs dans un délai de 6 mois, c'est-à-dire 6 mois après le lancement du processus? Vos réponses? Oui, d'abord, je ne crois pas que le gouvernement soit dans quelque démarche solitaire que ce soit, pour la bonne et simple raison que si l'État ou le gouvernement décidait d'être dans une démarche solitaire, il n'allait pas y avoir une rencontre avec l'opposition. Là, il a fallu que les gens se soient rencontrés. Le président a convié l'opposition à une rencontre. Il y a eu des discussions. Mais il faut quand même accepter qu'il y ait des points d'accord et des points de désaccord. Sur les 10 points, il y a eu un accord autour de 8. C'est quand même extrêmement important. Mais on ne peut pas se focaliser et cristalliser tout le débat sur un ou deux autres. Alors, c'est juste. Mais deux points quand même essentiels. Je prends l'exemple du mode de scrutin. Souvent qui est à l'avantage du parti au pouvoir. Mais vous savez, le mode de scrutin, il est toujours fonction de l'histoire des pays et des types de régimes. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel au Sénégal, mais qui doit également travailler pour sa stabilité. Supposons qu'on ait une proportionnelle intégrale pour l'élection des députés. Bon, l'opposition dit 50-50. Oui, même à ce proportionnel, majoritaire, oui. Et puis qu'il y ait un deuxième tour. Oui. Majoritaire à 2 tours. Cela veut dire que tu peux avoir une assemblée nationale atomisée, très éclatée, où des alliances et des contre-alliances se tissent au jour le jour, et où on peut faire tomber un gouvernement pratiquement tous les jours, comme dans certaines démocraties occidentales. Oui, mais comme dans d'autres qui ont adopté le système, mais on n'a pas un gouvernement tous les jours. Hein. Mais non, mais attends, on sait aussi qu'est-ce qui se passe dans notre pays. En France, où le président doit se rendre prochainement, il y a un scrutin majoritaire à 2 tours, à la députation. Mais pourtant, c'est un régime stable. Mais Mamoudou, chaque État, chaque pays fonctionne enfin, évolue, en tout cas dans le système démocratique, en fonction de ses réalités. Et donc, nous avons tiré, le législateur sénégalais a tiré les leçons de toute une expérience historique depuis la crise de 62. Alors, le souci c'est quoi? Le souci c'est d'avoir un système stable, n'est-ce pas? Le souci c'est d'avoir une stabilité institutionnelle qui permettent à l'Assemblée nationale, plutôt au gouvernement, de s'acquitter de ces tâches sans qu'il y ait de l'instabilité. La question d'Amadou Al-Amin Ngom qui vous dit, bon, la carte d'identité est un droit pour tout Sénégalais, alors pourquoi la vendre à 10 000 dans un délai de 10 mois après le lancement du processus? Bon, en principe, c'est le chef de l'État qui l'avait annoncé. Oui, il revient sur cela ou il le maintient? Bon, peut-être qu'il va revenir sur ça. Moi, je sais pas, j'ai pas une information précise. Est-ce qu'il va revenir sur ça ou non? Mais toujours est-il que il n'y a pas de pièce d'état civil qu'on offre gratuitement.
Oui, 10 000 Il y a quand même. toujours le timbre où oui, on s'acquitte, que ce soit l'extrait de naissance, que ce soit la carte d'identité, que ce soit le passeport. Il y a toujours un droit dont s'acquitte le citoyen pour l'obtention d'une pièce d'état civil. Oui, des charges incompressibles, mais ici, quand on dit 10 000 francs, oui. Bon, est-ce que le président va revenir sur ça ou non? Ça, je peux pas m'y avancer trop. Mais l'essentiel, c'est, à mon avis, de prendre acte de la volonté du président de la République de faciliter l'accès à cette carte d'identité nationale biométrique à tous les citoyens sénégalais. Et Inch'Allah, il va se conformer à cet impératif et à cette volonté. Et là, de toutes les façons, oui. tout ce qui permettra à chaque Sénégalais, à Mamoudou, à El Hadj, à un autre, d'obtenir cette carte, le président y veillera. El Hadj Kassé, invité du grand jury, l'enjeu pour le président Macky Sall est de disposer d'une nouvelle majorité parlementaire le 2 juillet prochain, puisque la date des élections a été fixée. Une majorité qui lui permettrait de gouverner tranquillement jusqu'à la fin de son mandat en 2019. Dans quel état d'esprit êtes-vous, vous, majorité? Très sincèrement, si j'en juge par le rapport de force réelle sur le terrain, nous partons en toute confiance vers les prochaines échéances électorales, notamment les législatives. Avec la certitude d'avoir la majorité? Je suis absolument sûr qu'on aura la majorité. Donc pourquoi avoir peur de changer de mode de scrutin? Mais il n'y a aucune peur à changer. C'est pas parce que il faut chercher coûte que coûte le consensus qu'on devrait déroger à des règles. Comme je vous ai dit, c'est une question de principe. Il faut une instabilité, il faut la stabilité institutionnelle. Il ne faut pas créer les conditions de crise institutionnelle. Mais pourquoi? La cohabitation doit être possible aussi, non? Mais oui, dans notre démocratie. Mais pourquoi? Oui. Mais attends, mais je pense que... Sans que cela soit une instabilité. Mais non, mais il faut l'expérimenter, non? L'opposition n'a qu'à aller gagner les départements. Pourquoi elle a peur de... Le PDS était au pouvoir. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ainsi de suite. Donc, mais le chef de l'État est conscient aussi de l'importance d'avoir de la stabilité dans son camp. Il a dit à l'occasion de l'université républicaine hier, arrêtez vos piaillements et travaillez. Adresse aux jeunes de son parti, mais il demande aussi aux ministres et autres responsables d'aller à la base. Oui, mais ça, il l'a toujours demandé. Parce que lui-même, il a pu conquérir le pouvoir parce qu'il est allé à la base. Il ne faut quand même pas oublier que le président n'a pas fait moins de 5 fois le tour de ce pays-là. D'abord quand il était au PDS, en tant que numéro 2 du parti qui devait aller procéder au renouvellement des instances de base. Ensuite en tant que directeur de campagne de Wade. Ensuite en tant que tête de file aux élections législatives. Ensuite, quand il était opposant, il a fait au moins 2 fois le tour du pays. Donc il était sur le terrain. Quand il est devenu chef de l'État également, il est toujours sur le terrain. Parce que j'ai l'habitude d'expliquer à certains de mes collaborateurs et amis qu'en fait, si on résumait l'image du président, c'est que c'est un homme de terrain, un homme de contact, c'est-à-dire il a une obsession même à la limite je veux dire une passion extraordinaire de contact direct avec les populations. C'est également un homme d'écoute, parce que c'est l'écoute qui lui a permis de traduire les aspirations et les inspirations des Sénégalais des profondeurs en un programme Yoonu Yokkouté qui a été le socle du nouveau programme, plutôt de la qui a été abandonné là. Non, c'est pas abandonné. En réalité, qui n'a rien à voir avec le plan sénégalais. Non, attention, le socle du il est accusé même de faire du plagiat. Non, le socle du plan Sénégal émergent, c'est le programme Yoonu Yokkouté. Ça, le socle. Et le socle même du programme Yoonu Yokkouté, c'est la lutte contre les inégalités et les injustices sociales. Et ça qui
éclaire la trame du PSE. Ce n'est pas la stratégie nationale pour le développement économique et social. Ce n'est qu'un document parmi du régime précédent. Ce n'est qu'un document parmi d'autres. Ouais. Il y a eu plusieurs documents sur le socle de Yonou Yokote qui ont... Il y a eu la stratégie nationale de développement économique et social. Il y a eu des programmes de candidats, d'anciens candidats à l'élection présidentielle, notamment en 2012. Il y a eu les conclusions des assises. Il y a eu également le document de stratégie de lutte contre la pauvreté. Et la stratégie de croissance accélérée. Donc le PSE, c'est la synthèse de tout cela. Ah oui, il n'y avait pas moins de... Ce n'est pas que le Yonou Yokote, on est bien d'accord. Non, là, le Yonou Yokote, c'est le socle, c'est la base. Parce que Yonou Yokote, si vous voulez, ça résume la vision du président. Quelle société il veut créer. Et donc, l'ensemble des mesures qui sont contenues dans le programme Yonou Yokote ont été la base ou l'inspiration, n'est-ce pas, du plan Sénégal émergent. Parlons de l'APR et de ses alliés. Sortie remarquée et remarquable de Youssou Diallo, qui est un des alliés du président de la République, qui est le PCA de la Sonacos, qui dit que Moustapha Niasse ne devrait pas être la tête de liste de Benno Bokk Yakaar aux prochaines législatives. C'est votre avis? Je n'ai pas d'avis particulier. Je ne vais pas commenter le commentaire ou l'avis de mon aîné à l'université, Youssou Diallo. Il a son point de vue que je respecte parfaitement, mais compte tenu de ma position, je n'en suis pas à commenter cette position-là. Moustapha Niasse conduira toujours la prochaine liste. Vous savez, nous sommes dans une alliance stratégique. Le Benno Bokk Yakaar est ça dépasse même le cadre d'une alliance. C'est véritablement une unité quasiment organique. Parce que depuis 2012, nous sommes ensemble, l'AFP, le PS, le PIT, Macky 2012, l'ALD, etc. Et d'autres partis qui sont venus renforcer cette alliance-là. Et cette alliance-là, elle découle d'une vision du président de la République qui pense que nous ne pouvons pas gouverner seuls. Je me rappelle, quand le président a été proclamé vainqueur du premier tour, du deuxième tour plutôt, quelques camarades sont venus lui apporter une liste pour le premier gouvernement de l'alternance. Mais il regarde, il n'y avait quasiment que des militants de l'APR. Alors, il déchire la feuille pour leur dire, vous croyez que nous sommes seuls dans ce pays-là? Il y a certains qui lui ont dit, oui, mais tout le monde nous a insultés et consorts. Il dit, mais si on devait exclure tous ceux qui nous ont insultés, c'est-à-dire on serait retrouvé à la planète Mars. Donc ça, c'est les logiques de la lutte politique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour lui, on ne peut plus gouverner le pays sans de fortes coalitions qui assurent la stabilité du pays. Parce que sans la stabilité, on ne peut pas entreprendre les immenses chantiers de développement. On ne peut pas apporter des solutions plutôt aux attentes des citoyens. Donc, cette alliance-là, c'est une alliance de principe. C'est différent de certaines alliances qu'on a. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne, un capitaine qui gagne, Moustapha Niasse, qui avait été le capitaine. Vous savez, bon, il y a... Pourquoi vous ne pouvez pas être affirmatif sur cette question? Elle est très claire, hein? Oui, mais attendez, moi je suis pas chef de parti, je suis pas chef de la paire. Je pense que le président de la République et ses alliés, au moment opportun, vont discuter sur la meilleure stratégie pour reconduire la majorité parlementaire que nous avons, afin justement de lui donner les moyens politiques de mettre en œuvre son programme. Et ceux au sein de l'APR, responsables de premier plan, qui ont des prétentions, certains même l'ont dit publiquement, de conduire la prochaine liste de Bibi, de Benno Bokk Yakaar, vous leur dites quoi? Mais on ne peut plafonner les ambitions de personne. Donc Moustapha Niasse aura de la concurrence s'il était intéressé de conduire cette liste? Oui, ça, Mahmoud, c'est pas à moi de le dire. Ce que j'ai dit, c'est du point de vue des principes. Au sein de l'Alliance, des discussions seront menées pour trouver la meilleure stratégie afin de reconduire la majorité parlementaire.
Pour le moment, c'est tout ce que je peux dire, parce que aussi je n'ai pas toutes les données à ma disposition pour dire autre chose. Sireba, est-ce que l'utilisation à outrance des techniques de manipulation politique par les stratèges du palais n'a pas contribué à envenimer les rapports entre le président Macky Sall et son opposition? Il poursuit: nul doute que la stratégie la mieux utilisée chez les spin doctors de Macky Sall consiste à l'aider à créer la division dans le camp de l'adversaire. Des cas ne manquent pas: Diagne Fada du PDS, Omar Sarr de Rewmi, le groupe de Ousmane Tanor Dieng contre celui de Khalifa Sall, le groupe de Malick Gakou contre celui de Moustapha Niasse. Au final, dit Sireba, c'est la situation conflictuelle dans plusieurs formations politiques à cause, dit-on, des spin doctors du palais. Peut-être que vous en faites partie. Ne doit-on pas diminuer les manipulations pour pacifier l'espace politique? Quelle réflexion vous inspire sa réflexion? Oui, je sais vraiment pas, sur quel élément factuel Siré se base pour accuser. C'est quand même grave d'accuser le palais d'être à l'origine des divergences dans les partis. C'est quand même, moi je comprends pas. Le Parti démocratique sénégalais, c'est un parti majeur, né en 1974. L'APR est un parti né en 2009. C'est quand même extraordinaire de penser que le palais a une petite baguette magique qui crée, voilà, le désordre dans tout, à gauche et à droite, dans tous les partis. Le palais aussi souvent est un monstre froid, hein, dans toutes les démocraties. Oui, mais encore que, franchement... Ce n'est pas un enfant de cœur. Moi, franchement, je ne sais pas maintenant, lorsque je ne suis pas présent, je ne peux rien dire, mais j'ai jamais assisté à une réunion ou à une rencontre avec le président où on parle de stratégie de déstabilisation de l'opposition. Jamais. Au contraire, toutes les réunions du secrétariat exécutif national, moi c'est le président qui m'y invite parce que je suis son conseiller, mais je ne suis pas un membre de cette instance-là. Donc toutes les réunions sont centrées sur l'impératif de renforcer l'unité au sein du parti et de la coalition, la mobilisation et la discipline. Mais jamais assisté à une réunion où on parle de stratégie pour déstabiliser qui que ce soit. On n'en a pas besoin, d'autant plus que pour le moment, aujourd'hui, le rapport de force sur le terrain politique est tel que nous n'avons pas, je veux dire, à nous concentrer sur la déstabilisation de l'opposition. Tout le monde sait que nous avons le rapport de force aujourd'hui, aussi bien au niveau des départements qu'au niveau national. Elhadji Kassé, invité du grand jury, on va aller très vite. La réforme de la loi organique portant Cour suprême, désaccord avec les magistrats, entre les magistrats plutôt et le gouvernement. Les magistrats sont pour le maintien à 65 ans de l'âge de la retraite pour tous les magistrats et la réintroduction de la disposition prévoyant la tenue régulière des réunions du Conseil supérieur de la magistrature. Le gouvernement a envoyé le texte en procédure d'urgence à l'Assemblée qui va justement le voter ce lundi. Oui, d'abord ce qu'il faut, j'ai suivi ce dossier et puis j'ai échangé un peu avec le ministre de la Justice et certains de ses collaborateurs. D'abord, il faut rappeler qu'il y a 19 points de réforme. 19 points de réforme. Et pour l'essentiel, les magistrats se focalisent, enfin, une partie, un groupe de magistrats se focalise sur l'âge de retraite. L'argumentaire que j'ai reçu du ministère est, à mon avis, imparable. Ils disent que le Sénégal, du fait des longues années d'ajustement structurel, n'avait pas recruté de magistrats. Or, l'organisation de la magistrature est, pour prendre une image, on a une très large base, et puis au fur et à mesure, il y a une sorte d'entonnoir. Donc c'est une très faible, c'est un nombre très 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 limité de hauts magistrats
n'est-ce pas? Et de ce point de vue, pour éviter un déficit, ils sont obligés, n'est-ce pas, d'appliquer la retraite à 68 ans. Deuxièmement... Mais pourquoi ne pas le faire pour tout le monde au lieu de le faire pour une poignée de magistrats? Ouais, ou bien c'est juste ce qu'ils disent, donc il n'y a pas raison d'objecter sur la nécessité de le faire tout le monde, ou bien c'est pas juste. En ce moment, il faut arrêter. Donc il faut dire, je veux dire le raisonnement qui consiste à dire que il faut le faire pour tout le monde, n'est pas forcément... Oui, maintenir à 65 ans pour tout le monde, ou à la limite, ça c'est pas la position de l'UMS, ou à la limite généraliser la retraite à 68 ans à tous les magistrats. Il faut voir la justesse de la mesure. Si c'est juste, il n'y a pas lieu de l'élargir, de l'étendre. Oui, l'UMS considère que ce n'est pas juste cette mesure-là. Moi je rapporte un peu les argumentaires et que je pense imparables. Et il donne la situation dans plusieurs autres pays où vous avez exactement la même chose, que ce soit en France, au Canada, au Bénin, au Cameroun, en Guinée, à Madagascar, en France, au Maroc, où vous avez exactement les mêmes dispositions, où certains hors hiérarchie vont à la retraite à 68 ans, tandis que d'autres c'est à 60 ans, d'autres même moins. Donc il y a, à mon avis, quand on compare avec d'autres pays, la même chose qui s'applique. Je ne vois pas pourquoi au Sénégal ça ne s'appliquerait pas. Barthélémy Diaz, qui est en procès dans l'affaire Ndiaga Diouf, il y a eu mort d'homme, c'était en décembre 2011. Son procès devait s'ouvrir ce jeudi 1er décembre. Il a été renvoyé jusqu'en janvier. Il n'a pas manqué de rappeler les propos tenus par le président Macky Sall à l'époque des faits, qui était candidat à l'élection présidentielle et qui disait qu'il y avait des commanditaires. Qu'est-ce que vous répondez à ces propos de Barthélémy Diaz? Oui, mais je vois pas le problème. Si en son temps l'actuel président disait qu'il y avait des commanditaires, ça ne change strictement à rien. Il le maintient aujourd'hui? Non, je ne sais pas s'il le maintient parce que je ne lui ai pas demandé. Mais je veux dire, ça ne change strictement rien à la procédure. Si, ce qui change, c'est que tout le monde est appelé pour... mais ça, c'est à la justice. C'est pas le président qui convoque les commanditaires, les témoins, les coupables et les victimes. Ce n'est pas le président de la République. Mais que cette affaire soit réactivée aujourd'hui, alors que c'est le président Macky Sall qui avait lui-même fait libérer Barthélémy Diaz. C'est M. Barthélémy Diaz et la famille de Ndiaga Diouf qui ont demandé que le dossier soit réactivé. C'est ça la vérité. Personne ne s'est levé de façon spontanée pour demander la réactivation du dossier. Barthélémy Diaz lui-même a dit qu'il était important qu'on réactive le dossier parce que c'est important pour sa carrière politique. La famille de Ndiaga Diouf a toujours manifesté son souhait que le dossier soit réouvert. Donc si la justice estime que le moment est opportun pour réouvrir le dossier, enfin, pour relancer le dossier, parce que le dossier n'a jamais été fermé pour être réouvert. Pour relancer le dossier, mais c'est tout à fait banal en matière de procédure judiciaire. Le président Macky Sall n'a strictement rien à voir avec cette affaire-là. Maintenant qu'il ait dit qu'il y a des commanditaires, évidemment, il y a des commanditaires. Personne ne peut le nier. C'est à la justice de prendre ses dispositions pour éventuellement, si elle le juge nécessaire, convoquer ses commanditaires. Et il a même accusé nommément l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, Barthélémy Diaz. Oui, mais ça, c'est aller demander à Barthélémy. Moi, c'est pas à moi de dire qu'il a raison ou qu'il n'a pas raison. Il nous reste 6 petites minutes, et là, Abidou Kassé. Le président Macky Sall sur la scène internationale, c'est sa prochaine visite d'État ce mois-ci en France, dans un contexte politique en France marqué par la décision du président François Hollande de ne pas se présenter pour un second mandat. Est-ce que cela ne change pas quelque chose dans cette prochaine visite d'État du président Macky Sall? Non, je crois que ça ne change absolument rien, d'autant plus que cette visite-là d'État, elle a été décidée depuis très longtemps, avant même qu'on parle de primaire à gauche ou à droite.
Donc, ça s'inscrit dans un cadre tout à fait normal entre États et dans le cadre des relations privilégiées que le Sénégal et la France entretiennent. Ça ne change absolument rien. C'est une visite d'abord d'État qui témoigne de la vitalité des relations entre les deux pays, mais pour notre part, c'est également une visite qui s'inscrit dans le cadre du repositionnement stratégique du Sénégal sur la scène internationale. Mais il aura rencontré un président fragilisé politiquement et qui est peut-être en train d'expédier les affaires courantes. Le président Macky Sall va rencontrer un chef d'État. Il ne va rencontrer ni un candidat, ni un ancien candidat, ni un candidat qui s'est désisté. Il va rencontrer un chef d'État, premièrement. Deuxièmement, une visite d'État ne se réduit pas au chef de l'État du pays qui accueille. C'est l'ensemble des institutions de la République qui sont mobilisées pour réserver un accueil au président invité. Ici, en l'occurrence, vous avez le Sénat, vous avez Matignon, vous avez la mairie de Paris. Matignon qui risque de perdre son premier ministre, son patron, Manuel Valls. Parce que sa démission n'est pas à exclure s'il se présentait à la primaire socialiste. Ça n'est pas dans le cadre diplomatique. Je veux dire qu'on ne va pas chez le président de la République ne va pas voir le président de la République va voir le premier ministre français et non X ou Y. Il y a une nuance de taille. Donc on ne se mêle pas de la politique intérieure de la France. Je vous donne un exemple précis. Quand le président venait d'arriver au pouvoir, il a été invité à effectuer une visite en France. Et c'était dans l'entre-deux tours. Absolument. Avec entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Nicolas Sarkozy et François Hollande. Donc, tous les deux hors de course aujourd'hui. Ça n'a eu aucun impact. Et il n'y avait pas de lien entre les deux parce que il faut bien savoir distinguer la dimension étatique de la politique intérieure de la France. Très bien. Alors, la présidence de la commission de l'UEMOA, on sait qu'Hadjibou Soumaré est parti, il a démissionné, c'est une démission effective d'ailleurs depuis ce mois de décembre. Le Sénégal a-t-il un candidat? Pour la présidence, le président, je pense que a affirmé une position de principe. L'UEMOA, les organes communautaires, ne peuvent pas, je veux dire, tous les organes communautaires ne peuvent pas échapper au Sénégal. Le Sénégal a assuré toujours la présidence de la commission de l'UEMOA. Maintenant, il faut rappeler que c'est l'ancien président du Sénégal qui avait pris des engagements pour céder le poste. D'abord, il l'a fait 2 fois. Il avait cédé le poste quand notre compatriote Moussa Touré était là. Ensuite, il a signé en bonne et due forme et c'est ce qui a plombé l'effort du président Sall de reconduire M. Hadjibou Soumaré. Mais dans tous les cas, la position, c'est que le Sénégal ne saurait rester en dehors de la gestion des organes communautaires. Est-ce que le Sénégal est intéressé par la présidence de la commission de l'UEMOA? Mais la présidence de la commission de l'UEMOA revient normalement du point de vue de la tradition au Sénégal. Et je pense que si ce n'est pas cette fois-ci, le Sénégal devrait se battre pour justement reconquérir ses positions, parce que quand même c'est la 2e économie du pays. Et du point de vue de la tradition, ça a toujours été comme ça. Vous le dites comme si cette fois-ci c'était perdu. Je ne sais pas est-ce que c'est perdu ou non, mais toujours est-il que si nous nous conformons à la signature de l'ancien président, je vois très difficilement comment renverser la situation, mais toujours est-il que du point de vue du principe, le Sénégal doit revenir sur ça. Il y a une autre présidence de commission qui est en jeu, c'est la commission de l'Union africaine. Quelles sont les chances de succès du candidat du Sénégal, Abdoulaye Bathily, en 30 secondes?
Bon, il y a d'abord que le président de la République a mobilisé véritablement la diplomatie sénégalaise, au premier rang duquel on peut citer le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye. Notre diplomatie est montée au créneau. Le président a envoyé également des ministres dans plusieurs pays. Toute une machine a été mise en branle pour justement donner toutes ses chances au professeur Abdoulaye Bathily, qui a un bon profil, qui a de l'expérience, mais également qui a la volonté, avec son projet, de changer véritablement la donne pour faire avancer le processus de l'Union africaine. Merci, El Hadj Hamidou Kassé, ministre en charge de la communication à la présidence de la République. Invité du grand jury, c'était le 13e anniversaire. Ce fut un immense plaisir, comme toujours. À la technique, Abdoulaye Diop. Dans un instant, le journal de midi, Ismaïla Kamara. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.